Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré aux perspectives du marché de travail pour la prochaine décennie, comme 2025 à 2035. Ce sujet est un outil stratégique essentiel pour anticiper les tendances et guider les décisions régionales. Il est réalisé et présenté par notre invité d'honneur, Monsieur Richard Saillant, que nous remercions. Monsieur Saillant est un économiste de grand renom. Il est reconnu pour son expertise en politique publique et en analyse économique. Diplômé en sciences économiques et politiques à l'Université de Moncton, titulaire d'une maîtrise en économie à l'Université de Montréal et d'un MBA à McGill. Corrigez-moi si je me trompe, Monsieur Saillant. Ça va Euh, jusqu'à ça va jusqu'à Ça va, maintenant. j'ai utilisé votre LinkedIn page. Il a occupé plusieurs postes de haute direction au sein du gouvernement fédéral. Il est aussi directeur exécutif de l'Institut canadien de recherche sur les politiques publiques et l'administration publique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir pour discuter de votre rapport. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui que nous allons examiner aujourd'hui, sur les perspectives du marché de travail dans le Sud-Est. Donc, pour commencer, comme on avait discuté, pouvez-vous nous parler des grandes lignes et des constats majeurs pour commencer, comme un résumé de votre rapport? Oui, avec plaisir, Abab. Fondamentalement, on pourrait dire que ce qui a commencé là, la discussion sur ce sujet-là, je pense qu'il y a déjà une année, un peu plus, on discutait de la situation du logement dans la région. Et puis, on discutait des constats d'une étude là, qui avait été que j'avais faite là, pour la Commission des services régionaux à l'époque. Et puis, je mentionnais que, bien sûr, les difficultés qu'on rencontre au niveau du secteur de la construction, au niveau du marché de la construction, sont liées à une explosion démographique sans précédent qu'a connue la région même on pourrait dire pas juste la région du Sud-Est, mais l'ensemble des maritimes et le Canada au cours des années post-pandémiques. Et puis, comme on le sait bien, peut-être c'est important de rappeler les chiffres, là, juste pour se donner une idée. Là. Au Canada, avant la pandémie, on connaissait une croissance de la population d'environ 1%, un petit peu moins que ça. Donc, on parlait au nord de 300 000 personnes par année. Mais après la pandémie, parce que là, on entre dans le marché du travail, là, si vous voulez, après la pandémie, ou pendant la pandémie, on a eu des perturbations majeures du marché du travail pour de nombreuses raisons, y compris le fait que avec la pandémie, beaucoup de gens devaient rester chez eux, étaient moins disponibles. On avait des perturbations au niveau des chaînes d'approvisionnement, des changements majeurs au niveau de la demande. Hein. Au départ, les gens restaient chez eux, commandaient en ligne. Par la suite, lorsqu'on a réouvert, ça a été une transition vers l'industrie des services. Donc, dans ce contexte-là, les emplois vacants étaient très nombreux. Et puis, Ottawa avait déjà commencé à augmenter l'immigration, mais a aussi laissé on pourrait dire, les vannes ouvertes au niveau de ce qu'on appelle les travailleurs, des résidents non permanents, donc les travailleurs étrangers temporaires. Ça inclut aussi les étudiants, les demandeurs d'asile. Donc, tout ça mis ensemble fait que le Canada, au cours des 3 dernières années, a connu, 3 dernières années se terminant l'année passée, a connu une croissance démographique d'au-delà d'1 million de personnes ou une croissance de la migration d'au-delà d'1 million de personnes en moyenne par année. Donc, environ 3 fois plus que la tendance historique. Donc, évidemment, tout ça, ça a causé des stress majeurs au niveau du marché du logement. Et puis, on a eu une escalade, une crise de l'abordabilité à l'échelle nationale. Et ce que ça a fait, ça, c'est que ça a favorisé les maritimes en passant parce que le marché du logement, le logement était, je vais dire, moins inabordable ici. Donc, on a accueilli énormément de gens. Et puis, ce qu'on disait, c'était quand même fascinant, puis on pourra en parler plus tard si vous voulez. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on a réussi à absorber des flux sans précédent d'un nombre de travailleurs dans la région. On va en parler tout à l'heure. Mais fondamentalement,
Ottawa, voyant la crise d'abordabilité à laquelle on faisait face, a décidé de mettre un frein majeur, a décidé de renverser complètement sa politique migratoire. Et puis, au lieu d'accueillir 1 million de personnes par année, comme on l'a fait dans le passé récent, Ottawa prévoit qu'il va y avoir plus de gens qui vont quitter le Canada que de gens qui vont venir au Canada au cours des 2 prochaines années. Donc, c'est un changement de cap majeur. Puis, la question qui se posait, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour le marché du travail dans le Nouveau-Brunswick, mais aussi pour la région du sud-est du Nouveau-Brunswick? Donc, c'est ce que cherche à faire cette étude-là, c'est de voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça, compte tenu bien sûr de d'autres choses qui se produisent au niveau de l'économie. Donc, c'était une question d'essayer de voir à quoi peut-on s'attendre pour les 5 prochaines années? Et puis, on a décidé d'essayer de donner un aperçu aussi de qu'est-ce qu'on pourrait voir dans les 5 années suivantes, donc dans la première moitié de la prochaine décennie, compte tenu de ce qu'on voit dans les tendances démographiques et aussi les tendances économiques, hein, parce que lorsqu'on regarde le marché du travail, il faut pas seulement se demander combien de gens on va avoir qui vont travailler sur le marché du travail, mais aussi d'où va venir la demande. Donc, c'était ça un peu la genèse du travail. Et puis là, c'est le temps de discuter des résultats. OK, parfait. Merci, beaucoup pour cette, claire, comme la raison d'avoir, réalisé ce travail et puis l'importance, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un outil stratégique essentiel. Moi, ce que j'ai aimé plus dans votre méthodologie-là, esprit cartésien. Vous allez dans le rapport en une méthodologie, vous le scindez en 3 grandes sections. Une Mm. première qui pose les bases démographiques et économiques, une deuxième qui présente les grandes tendances et puis là, en fin comme en troisième partie, vous projetez les scénarios, vous calculez le reliquat. Donc, pourquoi avoir opté pour cette structure et comment, ces parties s'enchaînent dans votre rapport? Ouais. Ben, écoutez, les résultats du marché du travail, que ce soit l'emploi, le chômage, c'est le produit, bien sûr, de l'offre et de la demande. Donc, avant de parler des résultats potentiels, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il faut s'attendre à des pénuries? Est-ce qu'il va y avoir trop de travailleurs, etc.? Ben, clairement, il faut d'abord commencer par examiner l'offre et examiner ensuite la demande. Bon, tout économiste vous dira que c'est compliqué là, parce que l'offre peut dépendre de la demande, etc., etc. Mais fondamentalement, on a des déterminants qui sont distincts entre l'offre et la demande. Lorsqu'on parle de l'offre, j'en ai déjà parlé un peu, fondamentalement, dans une région comme le Sud-Est, pour obtenir une croissance du nombre de travailleurs, la principale source, et on pourrait presque même dire à toute fin utile, l'unique source, c'est la migration. Donc, pour comprendre l'offre future de travail, il faut bien sûr se pencher sur les tendances migratoires. Donc, c'est ce que fait le travail. Et pour résumer, ce que j'ai dit fondamentalement, c'est que le Sud-Est a connu une croissance sans précédent du nombre de travailleurs au cours des dernières années. Simplement pour vous donner des chiffres, parce que l'ampleur est complètement stupéfiante. Au cours des dernières années, si on, par le passé, on a une région quand même assez dynamique, on connaissait une croissance du nombre de travailleurs. Mais au cours des dernières années, on parle d'une croissance démographique d'environ 5 par année en moyenne. Donc, on parle d'au-delà de 10 000 personnes par année qui sont venues dans la région. Donc, ça a eu une incidence majeure sur la croissance de l'emploi. On parle d'au-delà de 6 000 personnes par année qui ont été embauchées. Qu'est-ce qui faisait ça? Ben, c'est justement le contexte dont je vous parlais, une migration internationale extraordinairement forte qui a causé une crise nationale d'abordabilité, qui a fait en sorte qu'on a même eu ce que moi j'appelle des réfugiés du logement du sud de l'Ontario, c'est-à-dire des gens de l'Ontario qui sont venus en très grand nombre dans la région, en bonne partie parce que les logements ils demeurent moins chers. Donc, avec tout ça, on a connu vraiment une explosion spectaculaire. Incidemment, hein, les migrants, les gens qui arrivent dans une région, sont en très grande majorité de jeunes adultes. Donc,
avec tout ça, on a eu un rafraîchissement, ou on pourrait dire, je vais utiliser un terme plus neutre, un rajeunissement incroyable de notre population active, de nos travailleurs. On a eu un bilan migratoire au cours je pense que c'est les 3 dernières années, là, si je ne me trompe pas. Il y a eu près de 23 000 personnes entre l'âge de 15 et 64 ans qui sont venues dans le territoire et 90% de ces personnes-là étaient des jeunes adultes, donc 15 et 44 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on va garder en tête parce qu'on va parler sans doute des recommandations plus tard. Donc, on a eu un changement incroyable, une explosion migratoire incroyable. Et si on regarde les chiffres de l'emploi depuis la pandémie, on a eu plus de croissance en quelques années qu'on en a eu au cours des 15 années précédentes. Donc, ça a été un moment de changement dramatique. Par contre, là, il faut regarder vers l'avenir. Et puis, quand on regarde vers l'avenir, la première variable qui s'impose, c'est la politique migratoire d'Ottawa. Donc, la politique migratoire d'Ottawa, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un renversement complet de tendance. Donc, lorsqu'on se projette vers l'avenir, ben, il faut comprendre que la population, les flux d'immigrants vont diminuer pas autant que les flux de résidents non permanents. C'est important parce que la région a dépendu principalement de l'immigration dernièrement, mais les travailleurs, les résidents non permanents, donc les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants, demandeurs d'asile, ont connu aussi une explosion. Et puis, dans les années à venir, faut s'attendre à ce que l'immigration pourrait être réduite d'environ un tiers, là, un petit peu moins qu'un tiers, par rapport aux tendances quand même très fortes là, de l'après-pandémie. Mais au niveau des travailleurs étrangers temporaires, il faut s'attendre à une réduction de leur nombre. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça nous donne un marché du travail pour les 2 prochaines années. Et même, je dirais, la troisième année, mais ça va s'améliorer un peu. Les 2 prochaines années, pas un marché du travail, mais une offre de travailleurs, donc des flux de migrants beaucoup plus faible que ce qu'on a connu récemment. Donc, au lieu de connaître une croissance là, de nombre de travailleurs de presque 6 000 dans certaines années, on sera chanceux. Ben, je ne veux pas dire qu'on sera chanceux, mais mon scénario de base, parce que je fais des scénarios de base, des scénarios faibles, des scénarios élevés, pour refléter l'incertitude autour des chiffres comme ça. Dès qu'on s'amuse à regarder vers l'avenir, il faut refléter l'incertitude. Mais dans mon scénario de base, j'anticipe que le nombre de travailleurs en 2025, 2025 pourrait être une année de transition, mais disons 2026, ça sera peut-être autour de 400 personnes, alors qu'on était près de 6 000 il y a pas longtemps. Donc, on a un ralentissement majeur de la croissance démographique et donc, par conséquent, de l'offre de travail. Lorsque le plan migratoire, parce que c'est un renversement de tendance, mais après ça, on va cesser d'avoir une décroissance des résidents non permanents. L'immigration va augmenter un peu. Ottawa n'a pas annoncé ses intentions, mais on sait qu'on est une société vieillissante. La raison pour laquelle on a mis un stop à la migration internationale, c'est la crise d'abordabilité du logement. Ce n'est pas le besoin fondamental d'avoir plus de travailleurs dans la région. Donc, à partir de 2027-28, les choses devraient se normaliser, mais le genre de croissance que j'anticipe, c'est quelque chose qui ressemblait à l'avant-pandémie. Une croissance robuste, mais beaucoup plus faible que ce qu'on a connu récemment. Donc, à partir de 2027, dans ces eaux-là, là, l'offre de travail devrait augmenter à un niveau plus élevé que ce qu'on peut voir pour 25-26. Donc, et à partir de 2030, peut-être un léger ralentissement de la croissance qui est associé simplement à la démographie. Il faut se rappeler hein, que présentement, on a un défi majeur, dans le sud-est un peu moins parce qu'on est plus jeune, mais dans le Nouveau-Brunswick et dans le Canada, enfin, non, le sud-est ressemble un peu au Canada, mais au Nouveau-Brunswick, par exemple, à chaque année, il y a 3 500 personnes de plus qui atteignent l'âge de 65 ans, donc l'âge officiel de la retraite, que de jeunes qui atteignent l'âge officiel de travailler. Donc, à partir de 2030, ça c'est causé par le vieillissement des baby boomers, une génération exceptionnellement nombreuse. À partir de 2030, le plus jeune baby boomer va avoir atteint l'âge officiel de la retraite. Donc, éventuellement, là, avec une certaine transition, les besoins en matière de nouveaux travailleurs devraient être un peu moindres, hein, un peu moindres, je ne dis pas beaucoup moindres, ce qui veut dire que probablement que l'offre de travail au-delà de 2030 pourrait ralentir un peu, mais rien de dramatique. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a un moment important de ralentissement majeur à traverser pour retourner à une normale qui sera celle qui ressemble à l'avant-pandémie.
et non pas aux dernières années de croissance fulgurante et phénoménale. On va se rappeler que Moncton était parmi les régions métropolitaines de recensement qui, bon an, mal an, était soit affichait la plus forte croissance au Canada ou était dans le top 3. Donc, il faut se rappeler qu'on a vécu des années exceptionnelles. Oui, Incidemment, Moncton fait partie des régions métropolitaines de recensement où le logement, encore maintenant, est parmi les moins dispendieux au pays. On a connu une plus forte croissance qu'Halifax, mais le logement est moins dispendieux qu'Halifax. Donc, jusqu'à date, là, l'architecture intellectuelle qui sous-tend les données semble se maintenir. ok. Donc, ça, on a regardé l'offre de travail. OK? Je peux prendre une pause ici si vous avez des questions, mais après ça, il faut regarder la demande. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que ça, c'est contre-intuitif. Il y a probablement des choses là qui sont très surprenantes que les gens ne s'attendent pas nécessairement que les chiffres soient comme ceux que je vais vous présenter. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses que vous vouliez. Je peux prendre une pause là parce que Euh, je parle depuis longtemps là. non, c'est toujours intéressant de vous entendre, même si comme on a plusieurs détails. Vous avez déjà répondu à la question suivante sur la vision d'ensemble, le fait qu'il y a une grande mutation, transformation, alimentée par les facteurs structurels, le vieillissement de la population que vous avez mentionné. On peut parler encore de la transition technologique, des tensions sur la productivité, et puis la question était seulement quels sont les éléments les plus décisifs de cette mutation dans les prochaines années. Oui, et puis c'est une bonne question, puis ça peut nous amener justement à la question de la demande de Oui, travail. Lorsqu'on regarde la demande de travail, moi, je pars d'une chose qui est de base, hein. La question à se poser, c'est que pourquoi est-ce qu'on connaît une croissance de l'emploi? Ben, c'est parce qu'en quelque part, il y a des gens qui peuvent dépenser de l'argent, hein. Pour vendre un produit, il faut d'abord que quelqu'un demande notre produit. Alors, d'où peut provenir cette demande-là? Ben, elle peut provenir de multiples sources, hein. On peut penser, par exemple, au secteur exportateur. Ce qu'on voit, par contre, dans les chiffres, c'est qu'au cours des 15 dernières années, le PIB du secteur exportateur a été complètement plat. Ça ne veut pas dire ça qu'il n'y a pas eu des secteurs qui ont connu une croissance. On peut penser au cannabis. Mais quand je dis exportateur, c'est extérieur de la province, là, pas nécessairement commerce avec d'autres provinces aussi, là, pas juste le commerce international. Donc, le secteur des exportations, si vous regardez son PIB, il est stable. L'emploi, on pourra en parler un peu plus tard, mais il a décliné légèrement, particulièrement dans la première partie de la période, alors que le domaine des centres de contact, les centres d'appel, tout ça se rationalisait dans la région. C'est un impact majeur dans la région du Sud-Est. Donc, si le secteur des exportations n'a pas connu de croissance, hein, le PIB, il faut se tourner vers la demande locale. Alors, d'où peut venir la demande locale? Ben, bien sûr, la croissance démographique est une source de demande, hein. On peut penser à la construction de logements, à tous les besoins qui sont associés au fait qu'on a plus de gens. Mais pour qu'on ait une croissance démographique, il faut d'abord qu'il y ait un besoin pour que ces gens-là comblent, hein. Une personne qui déménage ici, normalement, n'arrive pas déjà riche, là. Ils sont jeunes adultes, donc ils doivent gagner leur vie. Et donc, pour pouvoir acheter une maison et pour pouvoir qu'on embauche des gens pour construire et pour que ensuite on ait plus de gens dans notre région, plus d'immigration pour construire ces logements-là, il faut qu'il y ait une demande à la souche. Et si on regarde ça, ce qui est fascinant, je vous dirais qu'au cours des 15 dernières années, la source principale de croissance, donc au cours des 15 dernières années, dans le rapport, je montre que le PIB de Nouveau-Brunswick a augmenté environ de 4 milliards de dollars en dollars constants et 3,9 milliards, et que de ce nombre-là, il y a ce qu'on appelle une injection de fonds. Si vous regardez combien d'argent sont venus de deux sources, hein? L'une, ce que moi j'appelle le profit, le bénéfice net du fédéralisme fiscal, c'est-à-dire à chaque année, on envoie de l'argent à Ottawa et on en reçoit en retour. Donc, comment est-ce qu'on en reçoit en retour? Ben, des transferts aux provinces, mais aussi des transferts aux particuliers. Puis un des transferts aux particuliers qui est important, c'est la sécurité de la vieillesse. On a des rangs croissants de gens qui sont plus âgés, donc qui touchent des pensions de retraite. On a des gens qui ont aussi, bien sûr, le régime de pension du Canada. Donc, on a connu une croissance importante de ces transferts-là.
On pourra en parler tout à l'heure aussi, mais l'emploi dans le domaine du gouvernement fédéral a grimpé en flèche dans la région, au Nouveau-Brunswick, dans l'ensemble, au cours des dernières années. Incidemment, ça c'est une chose que j'ai découverte de mon rapport, on pourrait penser qu'une province comme l'Ontario est la province qui a le plus grand nombre d'employés fédéraux parce que c'est là qu'on y retrouve la capitale. C'est pas le cas. La province qui a le plus grand nombre d'employés fédéraux, c'est l'île de Prince-Édouard. Et après l'île de Prince-Édouard, c'est nous. Hein. On pourrait rentrer dans les détails pourquoi, mon rapport plus long l'explique. Et le Nouveau-Brunswick est aussi la province qui a connu la plus forte croissance des employés fédéraux. Donc, le fédéral joue un rôle très important dans notre région pour créer de la demande. Et ensuite, on a aussi les retraites privées. Hein, les gens qui touchent leur retraite, les gens qui, parce qu'on a une société avec des grandissantes personnes au-delà de 65 ans, donc ces fonds-là de retraite privée et les fonds du fédéralisme fiscal représentent près de 2 tiers de toute la demande supplémentaire qu'on connaît dans le Nouveau-Brunswick. Si vous mettez un effet multiplicateur, hein, parce que quand vous injectez des fonds dans l'économie, ça crée d'autres dépenses dans l'économie, hein, pour toutes sortes de choses. On pourrait dire que presque toute la croissance dans la région est venue de ces deux sources-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le marché du travail? Ben, pour le Nouveau-Brunswick, au cours des 15 dernières années, tenez-vous bien, 4 emplois sur 5 en termes de croissance sont provenus du secteur public. Je laisse ça entrer dans votre tête. 4 emplois sur 5 sont provenus du secteur public. Quand vous créez de l'emploi dans le secteur public, là aussi, c'est un effet induit hein, sur les dépenses des ménages. Donc, on pourrait dire que si on tient compte du facteur indirect, que toute la croissance de l'emploi est provenue de la dépense du secteur public. Bon, la région de Moncton, la région du Sud-Est, ces chiffres sont un peu plus faibles, c'est autour de 60 mais il ne faut pas aller s'imaginer que la région de Moncton n'a pas bénéficié de ce que j'appelle ça de l'argent gris, c'est-à-dire de l'argent des retraites et tout ça, parce que dans la région de Moncton, il y a 15 ans, 25 des travailleurs étaient des employés du secteur public, donc un quart. Maintenant, c'est un tiers. C'est la région qui a connu la plus grande croissance du secteur public au Nouveau-Brunswick. 40 de la croissance de l'emploi dans le secteur public récemment là, euh, est allé dans la région du Sud-Est, alors que le Sud-Est ne pèse que pour à peu près un peu plus d'un cinquième de la population de Nouveau-Brunswick. Donc, le Sud-Est, centre de service, a bénéficié largement de cette expansion-là. Donc, quand on regarde la croissance de l'emploi dans le Sud-Est, on remarque rapidement que le secteur public compte lourdement. Et puis, bien sûr, comme on a des emplois dans le secteur public qui sont relativement bien rémunérés pour la plupart, on se retrouve avec beaucoup de demandes. Lorsque les gens viennent, lorsqu'on crée de l'emploi dans le secteur public et que donc l'emploi augmente, ça crée de la demande, bien sûr, pour des gens, hein, pour que des gens viennent travailler. Et comme des gens viennent travailler, ben, ça crée la demande pour le logement. Donc, si vous avez la demande pour le logement, vous avez encore plus de migration, mais aussi plus de croissance. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, vous réalisez que la région a carburé largement sur les deux sources de croissance dont je vous ai mentionnées, qui se sont matérialisées par une croissance disproportionnée du secteur public. Donc, lorsqu'on regarde comment les choses pourraient aller de l'avant, hein, donc lorsqu'on pense à la demande future, moi, je ne suis pas tellement inquiet. Pourquoi? Parce que les pensions de sécurité de vieillesse d'Ottawa, il n'y a personne qui parle de couper ces choses-là dans un avenir rapproché. Hein, si vous voulez perdre vos élections, prenez des mesures qui affectent directement ceux qui sont les plus nombreux à aller voter et vous verrez que ce n'est pas vraiment une bonne idée. Donc, ces sources-là sont assez stables et vont continuer d'alimenter la croissance pour au moins un autre 5 ans. Puis après ça, il ne va pas avoir une mort dramatique de ces transferts-là, c'est juste que ça va croître moins rapidement. Bien sûr, tous les baby boomers auront plus de 65 ans, mais avec l'augmentation de l'espérance de vie, la réduction des taux de mortalité et tout ça, ça fait en sorte qu'on va continuer quand même d'avoir une certaine croissance. Donc, je ne suis pas parmi ceux qui sont dramatiques et qui disent ben, c'est un risque incroyable. C'est un risque à gérer, mais c'est une chose qui se produit, qui s'est produite devant nos yeux. Donc, la question, et qui risque de continuer pour encore plusieurs années, mais la question dans tout ça demeure bien sûr de où s'en va le secteur public.
hein, parce que si le secteur public qui embauche des infirmiers, des infirmières, du personnel médical, des enseignants, des gens dans les secteurs universitaires, le travail social, les foyers de soins et tout ça, même si les foyers de soins ne sont pas tous publics, il y a quand même une forte contribution du secteur public. Donc, où ça s'en va? Donc, moi, la réponse que j'essaie de donner à ça, c'est de dire, ben, quand on regarde le secteur public, il faut penser aux besoins fondamentaux. Il faut se rappeler aussi que le Nouveau-Brunswick, bien qu'il est en période de situation de déficit, est en position financière solide. Donc, la question, c'est, il ne faut pas paniquer et se dire que, bon, ben là, on va couper dans le secteur public, mais il faut se dire probablement qu'on ne connaîtra pas le même genre de croissance qu'au cours des dernières années où on a eu une croissance démographique phénoménale et qu'on engrangeait des surplus importants. Donc, dans mes hypothèses, je dis, ben, OK, on ne verra probablement pas la croissance comme au cours des dernières années, mais c'est probablement plus raisonnable de dire le genre de croissance comparable au cours des 10 dernières années, si vous voulez. Donc, je pose des hypothèses pour la croissance dans le secteur public avec des scénarios forts, scénarios faibles. J'examine tous les secteurs, le secteur municipal, le secteur provincial, le secteur fédéral, la santé, l'éducation. Puis là, je développe des hypothèses pour ce secteur-là qui est fondamental, hein, parce qu'il faut comprendre que si c'est ce qui a été la locomotive de notre croissance, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des raisons de croire que ça va changer à l'avenir? Ma réponse courte est non, mais il ne faut pas s'attendre à nécessairement le même genre de croissance que ce qu'on a connu récemment. Ensuite, j'examine chaque secteur. Donc, on va dans la construction, par exemple, parce qu'on sait que la construction, c'est un secteur qui a été majeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre niveau d'emploi et croissance de l'emploi. Dans la construction, on a connu une croissance de 50 dans les dernières années de l'emploi dans la construction. Mais là, la question, c'est de dire, ben, est-ce qu'on va voir une poussée encore de la construction, sachant que la construction dépend en partie de l'abordabilité et de la croissance démographique. Donc, la croissance démographique qui ralentit, c'est dur de s'imaginer qu'on va continuer à construire à un rythme qui s'accélère. Mais j'ose espérer qu'avec les mesures que les gouvernements vont prendre, hein, on a un gouvernement fédéral qui est très ambitieux pour stimuler la construction, qu'au moins on va réussir à garder le cap et sinon peut-être s'améliorer un peu. Et c'est ce que je pose comme hypothèse pour la construction de le restant de la décennie. Par contre, il ne faut pas s'attendre, à mes yeux du moins, que si on réussit à garder le cap sur la construction telle qu'on l'a présentement, qu'on peut maintenir la cadence au-delà de 2030, pour des raisons que j'explique dans le rapport. Donc, la construction a été un moteur important de la croissance de l'emploi dans la région. Dans les années à venir, moteur moins fort, puis probablement beaucoup moins fort. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que l'emploi va diminuer. Je suis en train de dire qu'il va augmenter moins rapidement. Et ensuite, à partir de 2030, là, ça devrait tirer un peu la croissance de l'emploi vers le bas. Ensuite, puis là, je vais terminer, j'ai presque terminé avec la demande. Ensuite, je vais dans chaque secteur et je regarde la croissance de l'emploi et comment est-ce que, parce qu'on a eu de la croissance démographique, on a eu de la croissance économique, comment est-ce que ça s'est traduit par la croissance de l'emploi dans les secteurs de l'économie? Et ce qu'on va voir ici, c'est que c'est un peu contre-intuitif. C'est que des fois, on s'imagine, ah, il y a eu une croissance de 20 de l'emploi, de la demande, de l'économie. Donc, il faudrait s'attendre à une croissance de 20 de l'emploi dans le secteur du commerce au détail, secteur de l'hébergement, la restauration, etc., etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis là, les chiffres le montrent. Par exemple, dans le commerce au détail, il y a eu une croissance de l'emploi, mais pas comparable à la croissance démographique, pas comparable à la croissance économique. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui se produisent dans l'économie. L'économie devient soit plus productive, réussit à produire plus sans augmenter le nombre de ressources de manière équivalente. Puis là, vous pouvez penser, par exemple, dans le secteur du commerce au détail, euh, il y a de nombreux commerces qui peuvent vendre plus sans nécessairement avoir à embaucher un nombre comparable d'employés. Il y a des entreprises qui ont installé des kiosques, comme on dit en anglais, de self-checkout. Donc, il y a de l'innovation technologique qui se produit. Dans le secteur de l'hébergement, de la restauration, très intéressant à voir, aucune croissance malgré l'explosion démographique, aucune croissance de l'emploi. Ici, on peut penser à beaucoup de choses, y compris le fait qu'on est en train de se parler en vidéoconférence tout de suite. Donc, moins de déplacements
pour des raisons d'affaires, par exemple. OK? Donc, il faut tenir compte de ces tendances-là lorsqu'on projette la demande future pour l'emploi, parce qu'il ne faut pas automatiquement présumer que parce qu'il y a croissance démographique, qu'il va y avoir une croissance équivalente de l'emploi dans tous les secteurs. Donc, dans mon rapport, je tiens compte de ces choses-là pour pouvoir arriver à des chiffres qui sont, je dirais pas fiables, parce que quand on parle de l'avenir, c'est dur d'être fiable. Oui, c'était Personne n'a une prédictif. boule de cristal, mais qui tiennent compte de ces éléments-là. Donc, ayant mis ça tout ensemble, c'est là, après ça, que je tombe dans le creux du rapport, le nœud du rapport, pas le creux, où je dis, bon, ben, on a l'offre, on a la demande, on met ça ensemble. Et ce que je vois, c'est, dans le scénario de base, là, de référence, c'est qu'à court terme, hein, en 25-26, on devrait avoir un marché du travail qui pourrait afficher de légères pénuries. Donc, on pourrait être en légère pénurie. Puis là, je parle, c'est peut-être autour de 1000. Il devrait y avoir une demande d'emploi qui excéderait d'1 millier pour la région, ce que l'offre de travail, compte tenu des tendances, pourrait connaître. Donc, léger déficit. Alors qu'au début, peut-être je m'attendais à quelque chose de plus fort, mais les chiffres semblent suggérer un léger déficit. Cela dit, l'une des raisons pour lesquelles je disais cela, puis je pense que c'est une question qu'on a discutée auparavant, je disais ça parce que lorsqu'on s'avait parlé il y a peut-être une année et demie sur la question du logement, ce qu'on appelle le marché du travail est encore très, très, très serré. On avait des taux de postes vacants qui étaient historiquement élevés. On avait des déficits importants au niveau du marché du travail. Et ça, avec l'immigration profonde, la migration importante qu'on a connue récemment, mais aussi avec des pépins au niveau de l'économie, ce qu'on voit, c'est que maintenant, pour la première fois depuis 2017, là, on est dans ce qu'on pourrait dire un marché du travail relativement équilibré. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des pénuries dans certains secteurs, là. Il y a toujours des secteurs où l'offre et la demande ne concordent pas nécessairement. Mais au niveau agrégé, ce qu'on remarque, c'est que le marché du travail de la région est plus équilibré qu'il ne l'a été depuis longtemps. Et puis, bah, certaines personnes vont se dire que je vais laisser aux gens d'interpréter comment ils voient ça, mais moi, ce que je dis, c'est pour un employeur, c'est probablement une bonne chose qu'un marché du travail soit plus équilibré. Ça lui permet de mieux combler leurs besoins. Je vous dirais même que le marché du travail dans la région ici est plus équilibré que dans d'autres parties de la province. Et pourquoi? Ben parce que la région attire plus de migrants. La région attire à peu près 2 fois plus de migrants que son poids démographique. Et comme la région attire plus de migrants, ben, le marché du travail est plus équilibré. Si vous allez dans le nord, Hamilton, Miramichi, ces régions-là, le marché est encore plus serré. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on est dans une situation de marché plus équilibré comme l'était il y a à peine 18 mois, ce qui fait que les pénuries de travailleurs sont moins importantes parce qu'on n'a pas de rattrapage à faire au niveau de l'agrégé. Donc, pour les 2025-26, on a de légères pénuries. Et ensuite, dans le scénario de base, là, un marché du travail qui est relativement équilibré. Donc, ce que je vois, c'est on a peut-être une petite période à traverser, ensuite un marché du travail relativement équilibré. C'est le scénario de base. On peut avoir des scénarios, par exemple, où vous avez une forte croissance de la demande et une faible croissance démographique. Donc, dans un scénario comme celui-là, on pourrait avoir des pénuries pendant plus longtemps. OK? Donc, je ne suis pas en train de dire de prédire le futur. Je suis en train de dire, dans le scénario de base, c'est plus équilibré que ce à quoi on aurait pu s'attendre il y a 18 mois. Mais pour savoir ça, il fallait faire l'étude. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et puis, c'est comme ça qu'on est arrivé. Je ne vous ai pas parlé du dernier scénario, là, où il y aurait une offre plus grande que la demande de travail, parce qu'à long terme, ce n'est pas un scénario qui est soutenable. Parce que si vous avez trop de gens qui viennent dans la région et qu'il n'y a pas suffisamment d'offres de travail, de demande de travail, ben, fondamentalement, il y aura moins de gens qui vont venir parce que le taux de chômage va augmenter. Et si vous ne me croyez pas, ben, vous avez qu'à regarder l'histoire du Nouveau-Brunswick, puis vous allez voir que quand le taux de chômage avoisinait les 10 le solde migratoire de Nouveau-Brunswick n'était pas positif. On perdait des gens au reste du monde. C'est normal. OK? Donc, le rapport en fait en plus de détails, il explique tout ça, il explique pourquoi jusqu'à 2015 ou à peu près, il n'y avait presque pas de migration de l'extérieur de la province. Pourquoi? Parce qu'il y avait suffisamment de gens ailleurs au Nouveau-Brunswick pour venir occuper les postes qui se libéraient dans le sud-est. Donc, on a cette transformation-là maintenant
parce qu'on est maintenant dans ce qu'on prévoyait il y a tellement longtemps. Ça fait des décennies qu'on dit que les baby boomers allaient vieillir. Et croyez-le, ils ont vieilli. Et c'est une bonne chose de vieillir parce que le vieillissement, c'est un luxe qui n'est permis qu'à ceux qui demeurent vivants. Hein, il y a 100 ans, avec une espérance de vie qui était de 50 ans, on ne se serait jamais inquiété de vieillissement démographique. Donc, c'est une bonne chose et on fait face à nos défis. Et l'objectif de cette étude ici, c'était d'essayer de voir quelle va être l'incidence de ralentissement migratoire d'Ottawa, mais aussi de mieux comprendre la dynamique du marché du travail. Et puis, à ma connaissance, la question de comment le marché du travail a pris de l'essor au cours des 15 dernières années, puis particulièrement récemment, causé par ce que je vous disais, l'argent d'Ottawa, les pensions de retraite, le vieillissement démographique, je trouvais, et le secteur public, bien sûr, je trouve que c'est une bonne leçon à tirer de l'étude, de comprendre la nature de la croissance. Qu'est-ce qui fait qu'on est en croissance? Souvent, dans les discussions locales, les gens s'imaginent, ah, ben, on a une croissance, l'économie boom, c'est incroyable, on doit faire quelque chose de bien. Oui et non. Vous avez fait un travail, la région a fait un travail, et vous, dans le travail que vous faites, un travail extraordinaire dans l'accueil des nouveaux arrivants. Il y a toute une infrastructure qui s'est mise en place pour permettre justement à cet essor démographique-là d'avoir cours. Mais fondamentalement, il faut comprendre d'où ça vient. Et si vous allez dans les parcs industriels de la région de Moncton, vous allez voir beaucoup d'emplois dans la distribution, le commerce, l'entreposage, tout ça, ben, ça reflète l'économie dont je vous parlais tout à l'heure. Ce n'est pas l'exportation qui explose, c'est le service d'une économie locale, de demande locale qui est en croissance, ce qui est conforme avec l'idée qu'on a une population qui est vieillissante. Ce qui ne veut pas pour autant dire, par contre, qu'il faut qu'il ne faut pas continuer de mettre l'emphase sur la compétitivité et s'assurer d'avoir un essor du secteur exportateur. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se résigner à une croissance qui est induite par la demande locale. Ce que je suis en train de vous dire, ça, ce sont des tendances lourdes que je ne vois pas disparaître pour le restant de la décennie. Mais bien sûr, tout le travail de promouvoir et de stimuler le secteur du commerce, de l'exportation, demeure un impératif, là. Oui, c'est ce que ben, j'apprécie dans votre travail. Vous ne faites pas seulement, non seulement vous faites les scénarios, comme pour cibler tous les cas de figure possibles, mais vous analysez aussi les variables, comme je dirais la corrélation entre les variables, l'explication de chaque variable. Comme ça serait facile, même en interne, de faire comme une actualisation d'un constat au futur, comme on l'avait discuté. Donc, c'est pas comme un rapport figé, ça doit être vu au fur et à mesure. Chose. Oui, vous avez dit quelque chose de tellement important que j'étais en train de vous interrompre. Je suis désolé. Non, c'est Euh, correct. pour moi, la plus grande contribution d'un rapport comme celui-ci, c'est pas les chiffres. Il va y avoir un surplus de 600, de 400, de 500. C'est de mettre clairement les hypothèses devant le lecteur pour qu'il puisse lui-même se faire une idée de est-ce que ça se tient, est-ce que c'est raisonnable. Et deux, c'est un cadre de pensée qui peut ensuite être mis à jour. Parce que c'est ma première recommandation dans le rapport, c'est que l'économie change vite, les choses changent rapidement, et puis il nous faut une veille. Puis pour pouvoir avoir une veille, il faut une carte, une carte de route. Il faut avoir une feuille de, il faut avoir une carte qui représente les liens à travers l'économie. Comment, si on change une variable, comment ça va se transformer puis produire. Donc, ce que les économistes appellent un modèle. Donc, je voulais être clair avec mon modèle, puis je sais que mon rapport entier, OK, c'est à un interligne de 1,5, mais il reste quand même qu'il y a 93 pages, je pense. Donc, il est long. Mais c'est l'idée, c'était de montrer patte blanche, puis de dire voici comment je suis arrivé à ces résultats-là, voici les hypothèses que je fais. Libre à vous de les accepter ou non, mais au moins vous pouvez voir le modèle, et puis s'il y a des choses qui veulent être changées, peuvent être changées par la suite. Parce que, je le répète, c'était ma première recommandation, de garder une veille constante, y compris au niveau des secteurs, bien sûr, parce que c'est d'avoir une compréhension de comment les variables interagissent, mais aussi des données de base. C'est ce qui est fondamental ensuite pour savoir où il faut mettre les priorités
au niveau du recrutement et aussi au niveau de nos discussions avec les partenaires provinciaux et fédéraux, parce qu'il faut se rappeler, hein, l'offre de main-d'œuvre, ça vient maintenant de la migration internationale. Donc, et un peu de migration interprovinciale, surtout internationale. Si vous allez dans le rapport, vous allez voir pourquoi. Donc, fondamentalement, c'est pour informer le dialogue avec les partenaires. Donc, je trouvais que c'était important de mettre patte blanche au niveau de la méthodologie. Oui. Donc, on a déjà parlé des secteurs qui sortent du lot, comme vous l'avez mentionné, les soins de santé, construction, hébergement. Vous avez même expliqué comme, comment ces secteurs, les prochaines tendances de ces secteurs, comment ils peuvent absorber la main-d'œuvre. Donc, je vais sauter les questions suivantes. Et puis aussi le secteur public, comme quoi on a 78% des nouveaux emplois Oui. créés. Et puis, on n'a pas à se soucier du futur, puisque généralement les pensions restent, bien évidemment. On peut passer à comme une question sur... on a même expliqué le fait qu'on a des bons indicateurs sur le taux de postes vacants. On peut passer comme les effets de la pandémie, si on peut parler un peu aussi dirons, la guerre des tarifs, comment elle peut remettre comme la production au centre au lieu Oui. de la demande centrée vers les services. Est-ce qu'on peut en parler? La région est-elle prête à ce virage vers des emplois industriels ou techniques? OK. Il y a beaucoup de Des questions dans points. cette question, donc je vais le prendre de manière graduelle. La section, le rapport long, hein, euh, a une section d'à peu près un peu plus de 3 pages sur ce que j'appelle les risques et limites là, de notre approche. Il y a des risques importants, hein, bien sûr. Et puis, le risque le plus fondamental, particulièrement à long terme, selon moi, est lié à l'intelligence artificielle. Euh, à court terme, on peut faire les liens comme on le fait dans le rapport, peut-être avec moins de risques, mais à plus long terme, l'intelligence artificielle, ses conséquences sont encore inconnues. Bon, depuis toujours, il y a des gens qui ont commencé par les ludites à l'époque de la révolution industrielle, qui pensent que les machines vont remplacer les êtres humains. Et puis, par le passé, comme les besoins humains sont infinis, on a toujours trouvé des choses à faire, hein. Je ne pense pas qu'au 19e siècle, il y avait des spas pour les chiens ou qu'il y avait, il y avait certaines industries qui n'existaient tout simplement pas. Donc, mais cette fois-ci, je ne suis pas en train de dire que le travail va disparaître, mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'intelligence artificielle se déploie à un rythme qui est sans précédent. Et que je vous dirais qu'au niveau de... ben, il y a plusieurs éléments ici. Le premier, c'est euh, souvent les sociétés ont des difficultés à s'ajuster, pas au changement en tant que tel, c'est à la vitesse que les changements se produisent. Et l'intelligence artificielle promet des changements très rapides. Il va falloir voir qu'est-ce que ça va vouloir dire au niveau de l'emploi. C'est clair qu'il y a de nouveaux emplois qui vont apparaître, mais il y a que de nombreux emplois qui sont menacés et il y a certains emplois qui doivent changer. Donc, on va voir comment ça va se produire, mais ça nous amène justement à la question de la compétitivité. Pour avoir un secteur exportateur, une économie qui est concurrentielle, il faut comprendre que historiquement, dans notre région, hein, on parle souvent d'innovation, puis lorsqu'on parle d'innovation, souvent les gens voient des choses mirobolantes, hein, comme des sièges sociaux d'entreprises de haute technologie, Microsoft, Alphabet, Apple. Puis on s'imaginait à l'époque hein, de l'Internet, quand c'est venu, c'était la fin, la mort de la distance. Hein, que tout pouvait être fait à partir de n'importe où. Alors que lorsqu'on regarde la technologie de l'information, ce qu'on remarque, c'est que c'est plus concentré que jamais dans certains hubs à travers la planète, hein, y compris San Francisco, Silicon Valley, Route 128, Boston, Toronto est devenu un hub à certains égards, Montréal. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se décourager de percer dans l'innovation de très haut niveau, là, de ce qu'on appelle World First, là, mais que pour une région comme le Nouveau-Brunswick et une région comme le Sud-Est, là où on a des récompenses de l'innovation, ça a été largement dans l'adoption
de l'innovation, dans la diffusion technologique. Pour que nos entreprises demeurent concurrentielles, il faut que leur processus soit mis à jour pour refléter les derniers cris technologiques, pour adopter les technologies. Et c'est qu'on pense, ça s'applique à tout, hein, secteur manufacturier, secteur, mais cette fois-ci, avec l'intelligence artificielle, ça va affecter le secteur des services, le secteur des cols. Ben, mon col est bleu, là, mais le col blanc. Donc, il va falloir demeurer compétitif en adoptant cette technologie-là. Donc, ça devient une priorité au niveau de la diffusion technologique. Hein. Comment est-ce qu'on rend le Nouveau-Brunswick encore plus concurrentiel? Ben, ça va être une planche de salut très importante. Ça change. En bon anglais, on dit que c'est un game changer en ce qui a trait euh, à la compétitivité. Donc, on peut s'imaginer là, un agenda majeur axé autour de l'intelligence artificielle pour. Avant ça, on pourrait dire, ah, c'est l'agenda majeur pour les 10 prochaines années, il faut y penser. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un agenda majeur pour la semaine prochaine. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est une Semaine dernière. conversation importante. Oui, Quand je dis la semaine prochaine, c'est parce que quand vous regardez dans les grands journaux et tout ça, vous voyez que ça change déjà le marché du travail pour les jeunes. C'est un marché du travail qui est difficile pour les jeunes qui sont très formés. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à eux qu'ils fassent d'autres tâches que ce qui aurait été normalement embauché. Pourquoi ils auraient été normalement embauchés? Puis quand je vous dis ça, je tire ça du Wall Street Journal, des grands employeurs mondiaux américains, là. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les choses changent devant nos yeux. Je ne veux pas vous donner avec un sentiment d'alarme, quoique moi, personnellement, comme tout le monde, je me dis, waouh, cette vague-ci est forte et s'en vient vers nous très rapidement. Hein, on a utilisé l'image du tsunami de nombreuses reprises quand on parlait de vieillissement de la population. Puis moi, j'ai toujours dit, ça ne s'applique pas à le vieillissement de la population parce qu'un tsunami nous arrive avec une force incroyable, mais presque sans préavis. Alors que le vieillissement de la population, c'est graduel. Les gens vieillissent un c'est jour ça. par année. Il n'y a pas de tsunami qui s'en vienne, là, qui s'en vient parce qu'on a été averti il y a très longtemps. Puis de toute façon, l'image du tsunami est trop forte selon moi, là. Mais pour l'intelligence artificielle, on est sur une Pas être grosse comme vague. ça. Donc, on a un défi majeur. Puis, quand on parle d'innovation, de productivité, de compétitivité, ben, c'est au cœur de la discussion, là. Ok, Et parfait. bien sûr, ça a un impact sur le rapport dont je vous parle. Pour ça que j'ai une section sur les risques et limites, bien sûr. Parfait. Merci, Richard. L'autre question, vous l'avez mentionné avant, l'autre moteur essentiel de notre croissance, c'est bien évidemment l'immigration. Vous insistez sur votre rapport sur la richesse humaine et professionnelle que ces nouveaux arrivants représentent. Quelle politique, selon vous, permettrait de mieux valoriser leur potentiel dans les secteurs clés de l'économie? Écoutez, c'est une question fascinante et fondamentale, puis ça nous rappelle un peu comment les choses changent rapidement. Hein. Il y a quelques années au Nouveau-Brunswick, je me rappelle, j'étais aux premières loges parce que j'avais été invité par Alex Leblanc, qui était directeur général du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, pour faire une tournée pour sensibiliser les gens aux besoins en matière de nouveaux arrivants pour combler les postes qui allaient se libérer. On était avant la pandémie. Puis à l'époque, c'était de contrer des stéréotypes par rapport au fait que les immigrants volaient des jobs. Mais rappelez-vous, quand tu as un taux de chômage de 10%, la conversation est différente de quand on cherche des employés. Puis c'était l'idée de familiariser les gens à sensibiliser les gens à l'importance de l'immigration et de transmettre le message que non, l'immigration ne vole pas les jobs, elle permet de préserver des jobs parce que si vous n'avez pas des gens pour occuper les postes qui se libèrent, votre entreprise risque de fermer ou de devoir avoir moins de produire moins. Donc, on était dans cette conversation-là il y a beaucoup moins de 10 ans. Et puis là, regardez ce qu'on a. On a eu une poussée migratoire extraordinaire. On a un Nouveau-Brunswick dont le visage change tous les jours. Moi, j'accueille ça avec un très grand enthousiasme. Mais ce que je dis, c'est que fondamentalement, maintenant qu'on a connu, hein, c'est plus une question de est-ce qu'on va avoir de l'immigration, c'est une question de wow, on a connu une très grande vague migratoire. Et puis je vous dirais la chose suivante, c'est que ça rajeunit notre main-d'œuvre de manière incroyable. Je l'ai dit tout à l'heure, 20 000 personnes de plus entre les âges de 15
et 44 dans la région seulement au cours des 4 dernières années, et à l'échelle provinciale, au-delà de 30 000, même plus, proche de 40 000. Donc, nos rangs on a fait le plein de jeunes talents prometteurs. J'ai toujours dit, les immigrants, ben, j'ai toujours dit, je parle comme si j'ai toujours existé, là, mais je me rappelle d'avoir lu dans The Economist qui disait que les immigrants font partie de l'élite mondiale. C'est-à-dire que 80% de la population mondiale, si le chiffre est bon, là, c'est pas important, c'est le message qui compte ici, là. Je pense que c'était 80% de la population mondiale vit à l'intérieur de 50 000 ou quelque chose du genre de l'endroit où ils étaient nés. Oubliez le nombre de 1000 parce que moi, je ne suis pas l'intelligence artificielle, ma mémoire oublie, mais le message est que ça prend du gut, ça prend de l'ambition, ça prend bon, parfois aussi de la nécessité, mais pour se déplacer, hein, pour aller ailleurs là où sont les occasions. Donc, on a des gens extraordinairement talentueux, extraordinairement dynamiques dans notre région. Et puis, pour beaucoup de nouveaux arrivants, il faut se rappeler qu'ils ont dû occuper les postes qui se libéraient ou les postes que personne ne voulait occuper. Hein. On peut parler de la livraison de colis, des skips de dishes, les restaurants fast-food, etc. Mais ils aspirent à autre chose, avec raison. Et puis, moi, ce que je dis, c'est que historiquement, on pouvait se plaindre qu'on manque d'infirmières, on manque de personnel hautement qualifié parce qu'on n'avait personne hein, pour former. On n'avait pas suffisamment de gens, mais plus maintenant. La différence, par contre, c'est que contrairement aux jeunes qui arrivent, qui sortent de l'école, puis qui s'en vont à l'université, beaucoup de nos migrants arrivent avec une famille, arrivent avec un besoin de travailler, arrivent avec des obligations. C'est pas facile pour eux de prendre une pause, puis aller se qualifier pour devenir le prochain infirmier, pour devenir le prochain travailleur social, pour devenir le prochain travailleur du savoir. Donc, il faut, moi j'appelle ça le GI Bill pour la nouvelle génération, c'est-à-dire des mesures actives qui reconnaissent qu'on est assis sur une mine d'or pour justement leur favoriser leur essor. Et en passant, si on fait ça, on peut faire face, on peut améliorer la situation au niveau de la rétention. Hein, parce que comme tout le monde, particulièrement des gens ambitieux, on va se déplacer si on a des occasions meilleures ailleurs. Donc, on a une occasion en or ici de combler certains de nos besoins avec les gens qui sont en place. Bien sûr, ça va prendre d'autres immigrations pour occuper d'autres postes plus tard qui vont se libérer et ceux qui vont être libérés par les migrants qui sont arrivés ici. Je comprends tout ça. Mais ce que je dis, c'est qu'on a cette mine d'or-là, puis il faut commencer la conversation sur comment s'assurer qu'ils ont, comme les autres résidents, hein, comme les autres résidents de Nouveau-Brunswick, les ressources à leur disposition pour s'épanouir et contribuer à la société d'une manière qui est à la hauteur de leur talent, ce qui va être dans l'intérêt de tout le monde. Donc, cette conversation-là, pour moi, me paraît fondamentale et c'est la raison pour laquelle j'en ai fait une des 3 grandes priorités de mon rapport. Parfait, merci. Oui, c'est clair que les fruits ne peuvent, ou la dynamique ne peut porter ses fruits que si on réussit à retenir ses talents dans la région. Enfin, un autre enjeu clé que vous soulignez est la formation. Comment allons-nous de l'avant pour mieux arrimer les programmes de formation aux besoins évolutifs du marché de travail dans la région, tenant compte du virage post-pandémique et puis aussi l'afflux migratoire et puis toutes les projections qu'on a discutées du marché de travail. Oui, tout à fait. D'abord, pour parler de ça, il faut faire le lien avec l'une des autres recommandations émises dans le rapport. J'ai 3 recommandations dans le rapport. La première, j'aurais pu en mettre 15, mais je voulais être générique puis me Mhm. concentrer sur trois Plus choses, importante. 3 grands blocs. Euh, la première recommandation, vous vous rappellerez, c'était la question d'avoir une bonne veille du marché du travail hein, pour comprendre les tendances, comprendre le développement, comprendre les besoins. La deuxième recommandation, on n'en a pas parlé, mais elle est fondamentale, c'est de continuer tous les efforts au niveau du marché du logement. Parce que si on veut accueillir les gens, il faut continuer d'accueillir, d'augmenter la cadence de l'activité de construction résidentielle. Et
Ça, c'est à l'échelle de la région, mais à l'échelle du pays, c'est fondamental aussi parce que si on n'arrive pas à augmenter le nombre de logements, ben, on risque de se retrouver encore dans l'avenir à avoir à ralentir de nouveau la migration internationale pour faire face aux défis du logement. Donc, c'est important, ça devient une pierre angulaire, c'est pour ça que je l'avais mentionné dans le rapport. Mais le troisième, hein, c'est justement, je vous parlais de faire usage de tous ces talents-là qui sont arrivés sur le territoire. Donc, ça nous prend une bonne veille, mais ça nous prend aussi toute la suite des outils pour arrimer l'offre et la demande. Donc, bien sûr, la reconnaissance des acquis doit être quelque chose sur lequel on n'a pas simplement une intention noble, mais un chantier actif hein, dans lequel on se concerte et puis on avance. La formation, ben, quand je vous parle du GI Bill, c'est ce que j'ai en tête. Là. C'est l'idée de mettre à la disposition des gens des ressources nécessaires pour pouvoir hein, prendre le temps nécessaire pour occuper les emplois et bien sûr, si je vous parle d'adoption technologique, de diffusion technologique et la vague de l'intelligence artificielle, ben, c'est aussi au niveau des employeurs d'avoir un agenda très actif au niveau de la formation pour s'assurer que les entreprises déploient des outils qui leur permettent de demeurer actifs, de bien fonctionner dans leur industrie. Puis quand je dis ça, c'est pas juste le secteur privé. Hein. Dans le secteur public, on a des défis également, puis on a des occasions incroyables, sans doute, d'automatiser ou du moins d'accélérer, de faire beaucoup plus avec moins de ressources que par le passé. Donc, c'est vraiment un agenda de déploiement de la technologie à une grande échelle et la formation qui est nécessaire à accommoder tous ces grands changements-là. Parfait. On me mentionne qu'on est déjà vers la fin de l'heure consacrée pour ce webinaire. On veut conclure par votre vision globale en tant qu'expert, économiste et observateur des régions. Quel message souhaitez-vous transmettre aux élus, aux entrepreneurs, citoyens pour renforcer la résilience du marché de travail face à tous les défis qu'on a abordés tout à l'heure? Ben, je ne vais pas répéter les trois grandes priorités que je vous ai mentionnées tout à l'heure, mais comme c'est un rapport sur le marché du travail, je vais simplement remettre l'emphase sur le fait que lorsqu'on regarde le marché du travail, il ne faut jamais le voir comme étant bon, on a fait le travail sur nos besoins, là, puis il faut 130 000 travailleurs dans 10 ans, et puis voilà, on n'en parle plus. Il faut constamment garder une veille, garder qu'est-ce qui change au niveau de la substance de l'économie et aussi comprendre pourquoi, comment une économie croît et quels sont les liens qui sont susceptibles d'être différents dans les années à venir. Hein, on ne peut pas prédire l'avenir, mais il faut garder une veille constante. C'est le message clé du rapport, c'est de pas aller s'imaginer que nos besoins futurs vont ressembler à ce qu'on a eu dans le passé, mais en même temps tirer les leçons du passé et se développer une vue d'ensemble sur qu'est-ce qui matériellement affecte le marché du travail pour ensuite être agile. Donc, la question n'est pas de on a fait l'étude, c'est fini, on n'en parle plus. C'est comment est-ce qu'à partir de maintenant, on peut s'assurer qu'on utilise les différentes bribes d'informations qui sortent de l'étude pour se garder à jour constamment et de cette façon-là, lorsqu'on fait une veille, hein, c'est pas une veille technologique, c'est une veille du marché du travail, on peut ensuite bien articuler nos priorités et avoir la conversation qui s'impose avec les autorités. Parce qu'il faut se rappeler que l'offre de travailleurs, comme je le disais tout à l'heure, est contrôlée par les autorités supérieures. Hein. On parle de Fredericton et particulièrement d'Ottawa. Donc, pour bien articuler nos priorités, il faut avoir un sens de quelles sont ces priorités-là, puis ça prend des outils. Donc, c'est un peu la leçon ou le message clé que j'aimerais de véhiculer. Là, je vois qu'il est 11h59, donc je ne vais pas en dire davantage. Merci Richard, merci infiniment pour cet échange riche en perspectives. Votre rapport nous rappelle que l'avenir de notre région dépendra autant de notre capacité, comme vous l'avez dit, à garder un œil, anticiper les transformations, mais aussi notre volonté d'agir collectivement pour y répondre. Je vous invite maintenant, chers participants, une fois
vous voyez le webinaire, à poser les questions dans le chat afin que nous puissions y répondre. Et puis, je vous invite aussi à consulter le rapport, le grand rapport de l'étude qui sera incessamment accessible sur notre site web. Merci à vous.